Eh bien, bonjour pour cette septième émission de la Petite Librairie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, donc c'est plutôt sympa et j'aimerais bien que ça continue et j'espère qu'on sera à la hauteur de vos désirs. Alors, on va retrouver dans ce numéro nos chroniqueurs habituels, comme on dit. Il y a Jacqueline Pétrose, alors l'inimitable, celle que j'aime, celle qui rassure, qui nous trouve des petites pépites avec beaucoup de sagesse et de talent. Il y a le Didier Debroux. Alors Didier Debroux, on le présente plus. Il anime un blog absolument extraordinaire d'une grande qualité. Il est belge, donc c'est tout dire. Quand on est belge, on ne peut pas être de mauvaise qualité. Et puis alors, vous allez avoir une interview de Philippe Charlier, le médecin légiste, le plus célèbre médecin légiste de France, le médecin légiste le plus cultivé, qui va vous parler d'un sujet qui va vous passionner. Alors là, c'est un événement. Hein. Quand je dis événement, c'est pas moi, c'est parce que c'est un véritable événement d'édition. Vient de reparaître dans complet, hein, c'est une série complète, son journal, c'est le journal intégral du général Gourgaud. C'est paru chez Perrin avec la Fondation Napoléon. Tout le monde connaît le mémorial de Sainte-Hélène avec Lascaz, comment il raconte la vie intime de Napoléon, même quand il n'y était plus. Vous voyez, donc voilà, d'ailleurs, on a retrouvé, je vous signale que je crois que c'est chez Perrin, le manuscrit authentique du mémorial de Sainte-Hélène, de Lascaz. Vous verrez, c'est pas du tout comme ce qu'on a brodé longtemps après, voilà. Et donc vous allez retrouver le général Gourgaud qui était le premier officier d'ordonnance de Napoléon. Ça commence, Napoléon, il s'est tiré de l'île d'Elbe, ça s'est bien passé au début, ça se finit sur Waterloo, et là arrive ce journal avec la description au jour le jour, hein, c'est vraiment au jour le jour ce qui se passe. Que devient Napoléon avec Waterloo, où il va se retrouver dans des auberges, où il est acclamé par certains, il est honné par d'autres, son trouble. Il y a des moments où il croit qu'il va pouvoir mettre son fils sur le trône. Il a abdiqué, mais alors il va se retrouver à Rochefort, qui est un port sur la côte ouest de la France, et il pense que en fait, il va se rendre aux Anglais, et puis que ça va bien se passer comme ça, et qu'ils vont l'autoriser à partir en Amérique. Ça ne va pas se passer du tout comme ça. Les Anglais, ils vont se prendre Napoléon, ils vont se l'envoyer à Sainte-Hélène. Et ce Gourgaud, eh bien, vous allez le suivre jour par jour dans l'installation de Napoléon à Sainte-Hélène. Et là, vous y êtes, mais alors incroyablement, c'est-à-dire que c'est pas écrit avec des grandes phrases et tout, il vous raconte au jour le jour, presque heure par heure, ce qui va se passer. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est le moment où il abdique et qu'il se balade dans toute la France, que ses souhaits et tout, et puis son départ pour Sainte-Hélène, où il se dit, voilà. Et puis, c'est le combat de Napoléon avec les Anglais, avec le médecin, avec le gouverneur, et puis alors là-dedans, c'est un panier de crabes, parce que ceux qui sont pas très nombreux à avoir accompagné Napoléon à Sainte-Hélène, ils se détestent tous, ils se disent du mal les uns des autres. Lui, il peut plus voir, il peut pas voir Lascaz. Enfin, c'est incroyable, à tel point que Napoléon, il en a marre, parce que ça se sent guirlande dans tous les coins, et il vire Gourgaud qui va partir. Alors lui, il va d'une méchanceté après avec Napoléon, il va à tel point qu'il va être, il va être récupéré par les Anglais, c'est-à-dire que les Anglais, il va repartir à Londres, il va dire du mal de l'empereur et tout. Voilà, mais allez-y, parce que c'est un film, c'est-à-dire que vous êtes là et vous dites, j'ai appris plein de choses, plein de relations que je n'avais pas appris, et que c'est pas dit de la même façon, c'est beaucoup plus au quotidien que dans le Lascaz. Donc allez-y, c'est vraiment un moment. Si vous êtes intéressé par la période napoléonienne, à mon avis, vous devez le connaître, mais là, c'est vraiment une version définitive. Et si vous n'êtes pas amoureux de cette épopée, comme moi, je ne suis pas particulièrement fasciné, là, vous allez être fasciné, parce que c'est des êtres de chair et de sang, et derrière la statue universitaire et historique, vous redécouvrez des gens qui peuvent être courageux, mais alors d'une mesquinerie, d'une bêtise, d'une arrogance, d'une ambition incroyable. Allez-y, c'est pour moi, j'ai mis longtemps, hein, je vais vous dire. Le problème, c'est que c'est long, et quand on est libraire et qu'on a plein de choses à lire, ça énerve, mais on y revient toujours parce qu'on veut savoir, alors qu'on sait la fin. Hein, donc, c'est pas terrible. Et voilà, allez-y, c'est vraiment incroyable. Et en plus, ça pèse son poids. Ah, oui. Et voilà, et c'est... non, c'est pas très cher. En poids. Oui, mais en plus, le rapport qualité-prix-poids, c'est vraiment incroyable. Et ben voilà, le moment que vous attendiez tous, c'est quoi? Et ben c'est la chronique de Jacqueline Pétrose. Rien à dire d'autre. À vous, Jacqueline. Bonjour, je vous parle aujourd'hui d'un coup de cœur.
Ce sont les enquêtes, les premières enquêtes de Lizzie Martin. Alors je le dis à la française, hein, mais Anne Granger est une auteure anglaise. On connaît le talent des Anglais pour nous parler de meurtres et pour nous faire des romans historiques, des polars historiques qui tiennent la route. Lizzie Martin, ça se passe pendant la deuxième moitié du 19e siècle, sous le règne de Victoria. Et ce qui est très intéressant, c'est que son premier roman a un intérêt particulier pour les morts. Dans ce gros livre, il y en a deux, c'est les deux premières. Et cette première enquête nous emmène directement à Londres. Lizzie est une jeune femme de 30 ans, c'est une vieille fille, on peut le dire, qui est la fille d'un médecin de campagne et qui arrive à Londres parce que son père est décédé et qu'elle va s'installer comme dame de compagnie chez la femme de son parrain. Donc, qui la recueille, avec ce côté un peu condescendant que cette femme bourgeoise peut avoir par rapport à une jeune femme qui n'est toujours pas mariée à 30 ans, donc qui est complètement désespérée pour la cause. Mais Lizzie est une fille qui a été élevée dans l'indépendance. Donc Lizzie, elle fait ce qu'elle veut et elle dit surtout ce qu'elle pense. Elle a son franc-parler. Effectivement, ça ne va pas se passer parfaitement. Mais Lizzie vient d'un milieu qui est la campagne minière d'Angleterre. Donc, elle arrive dans ce Londres qu'on découvre, et c'est ça qui est formidable, c'est que non seulement c'est une enquête policière, là on va chercher qui a tué la dame de compagnie précédente de Miss Perry, puisqu'elle va s'installer chez elle. Lizzie, quand elle arrive à Londres, elle découvre que Londres est en travaux, que c'est un peu comme l'époque du baron Haussmann chez nous, on transforme tout, on abat des tas de maisons, ces maisons c'est des taudis, et elle découvre la misère de ce qu'est Londres à cette époque. C'est passionnant parce qu'elle arrive aussi d'une région où on découvre, on apprend, on réapprend que les enfants travaillaient dans les mines. Et Lizzie, le père de Lizzie, s'est toujours battu contre ça. Elle va faire la connaissance d'un jeune inspecteur de Scotland Yard, Ben Ross, et Benjamin, en fait, il la connaît parce qu'il vient de la même région. Ils sont connus tout petits. Elle, la fille du docteur, et lui, et ben l'enfant de mineur. Et ils vont se reconnaître, bien sûr, et ils vont savoir d'où ils viennent. Et ils vont faire bloc contre un petit peu cette bourgeoisie londonienne. Et dans la première enquête, donc ça se passe à Londres. Dans la seconde enquête, qui s'appelle la curiosité est un péché mortel, nous allons nous installer dans la grande campagne anglaise, avec pareil, ces grands bourgeois, etc. Et à chaque fois, Ben et Lizzie unissent leurs intelligences, leurs passions pour combattre le crime. Et c'est à la fois social, politique et en même temps un très bon polar. J'aime beaucoup cette petite Lizzie, cette jeune Lizzie. Aux éditions Matin Calme de Kim Un-soo, Sancho. Et ben là, c'est mon grand coup de cœur polar. Un de mes gros coups de cœur, je pense, de l'année. Vous allez plonger en fait dans l'univers de la mafia coréenne, plus précisément de Busan. Et moi, c'est une découverte. Je connaissais pas du tout déjà la littérature coréenne. Moi, c'est une grande découverte avec ce livre, des environs, parce que moi, je suis un peu habitué au cinéma coréen. Et là, je trouve qu'on retrouve quelque chose. Si vous aimez le cinéma coréen, on en retrouve vraiment quelque chose. Ces films style un peu Infernal Affair. Ça c'était super. Vous allez suivre un homme de main qui 40 ans. Ouais, 40 ans, qui est, on va dire, le second de sa mafia. Il dirige tous les hommes, il a un patron au-dessus de lui, un patron qui, comme vous en aviez déjà parlé, qui disait pour avancer, il faut faire le gain petit. Pas viser les grands trafics. Voilà, il a compris que ce que Bernard Tapie n'a pas compris, c'est-à-dire que quand on est, ça n'a rien à voir, l'autre n'est pas mafieux, mais que quand on est hors du système politique, il faut mieux pas se frotter, il faut rester dans l'ombre et pas dans la lumière, parce qu'à partir du moment où on s'attaque au milieu politique, on est mort parce qu'il y a des jalousies partout, et son patron a compris. Donc exactement. il est âgé, et lui, il a survécu à tous les gouvernements, tous les... En pensant que le petit jeune de 40 ans, il est quand même spécialiste du couteau, vous voyez, pour machin, et de la broyeuse pour viande, et les corps disparaissent et ils deviennent de la nourriture pour poisson, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est aussi une belle histoire d'amour. Ah ouais, il sublime. va tomber en fait amoureux d'une prostituée, et avec tout ce qui est compliqué, parce que la prostitution, la mafia, il y a beaucoup d'images, les gens nous regardent beaucoup bizarrement, et en Corée, l'honneur, avec qui on traite, c'est très codé.
Et on va suivre aussi un enfant qui va le suivre, un jeune garçon. Enfin, moi j'ai trouvé ça passionnant. Tous les personnages sont passionnants. C'est plein de nuances. C'est une belle description de la société coréenne. Hein. C'est-à-dire, il y a la corruption, il y a la truc, mais il y a aussi cette jeune femme dont il va tomber amoureux à 17 ans. En fait, elle est une des filles d'une famille, il y a 8 filles, hein, et donc il y a peu de chances de réussir à part la prostitution. C'est ça. Et en plus, voilà, elle est toujours droite, elle essaye d'avancer. Ouais, c'est c'est vraiment un c'est excellent. Tout le monde peut le lire. Il n'y a pas de restriction à ça. Il y a toujours un petit bah non, vous pouvez y aller. Comme les films. En fait, absolument, c'est comme les films super. coréens, c'est super bien. Et en plus, ça permet aussi de parler un peu de Matin Calme parce que c'est leur premier bouquin. Ils vont être spécialisés dans le polar coréen. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils font. Et si vous avez aimé le film le Palme d'Or de Cannes, Parasite, vous allez adorer ce livre. C'est un peu cette manière de décrire une société sans emmerder le monde et en allant profondément, vite où ça fait mal. Et maintenant, on retrouve Didier Debroux, notre Belge, qui fait sa chronique en belge, ce qui est quand même incroyable. L'incomparable Didier Debroux, c'est en partenariat avec son blog, ce merveilleux blog qui s'appelle Esto, et que vous allez bien sûr visiter. À vous, Didier. Bonjour Gérard, bonjour Thomas, et bienvenue à Bruxelles pour cette nouvelle chronique dans la Petite Librairie, première chronique de l'année 2020. Chronique consacrée cette fois à l'une des auteurs les plus intéressantes du paysage littéraire français actuel. Il s'agit de Gaëlle Nohan et de son nouveau roman « La femme révélée ». Il s'agit de l'histoire d'une femme qui débarquera à Paris dans les années 50, fouillant le Chicago marqué par l'argent, la grande bourgeoisie, où se mélangent l'aristocratie, les financiers et les truands. Elle quitte donc cet univers. Pourquoi? On va le découvrir au cours du roman. Aussi, elle laissera derrière elle un enfant. Comment peut-on donc abandonner son fils pour fuir ou pour commencer une nouvelle vie? C'est en tout cas la trame que va démêler au cours de 370 pages Gaëlle Nohan, avec un style absolument dense, intense, fluide également, passionnant. C'est un livre qu'on ne lâche pas, car l'art de Gaëlle Nohan, c'est d'écrire de grands romans populaires tout en y apportant une vraie plume littéraire. Le roman va évoluer des Paris dans les années 50 pour arriver aux États-Unis au fin des années 60, où là, on aura un roman à la dimension américaine, où l'on sera confronté aux grandes crises qui ont frappé les États-Unis en ce temps-là, notamment les crises raciales, et c'est également un portrait du monde et une réflexion qui nous touche encore aujourd'hui que réussira Gaëlle Nohan, révélant le secret de son personnage que dans les toutes dernières lignes de ce roman. Bref, c'est passionnant, c'est intense, on ne lâche pas, c'est donc un régal. Alors, un livre absolument différent, exceptionnel, fort, ça s'appelle le 18.3, une année à la PJ de Noël, chez De Noël, de Pauline Guénat. Alors c'est un livre un peu particulier parce que cette journaliste, Pauline Guénat, a été autorisée à suivre une équipe de la crime, de la PJ, pendant 1 an, ce qui est quand même très 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 rare. Et à travers ce qu'on appelle un roman, mais en fin de compte c'est exactement ce qu'elle a vécu, va retraduire toutes les souffrances, les difficultés d'être un inspecteur, parce que vous savez c'est très beau de regarder des séries sur Netflix où on voit les cadavres, déjà vous avez des hauts le cœur, mais eux ils ont tout, l'odeur, ils ont la vision, ils ont des choses qui les choquent à vie, et vous allez voir comment ils vont essayer ils essayent de s'en tirer en gardant en eux ces horreurs, mais bon, en les acceptant. C'est absolument psychologiquement époustouflant, mais aussi très très dur et très très fort. Et puis vous avez des scènes que vous oublierez jamais, comme en particulier quand au début ils décrivent, quand ils arrivent sur la fosse du Bataclan avec tous ces cadavres, et qu'est-ce qui les choque? Et ben c'est tous ces appareils, ces iPhones et ces téléphones portables qui sonnent et dont les écrans s'allument, avec ces gens qui cherchent désespérément où sont leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. C'est absolument d'une rare force. Je trouve que la couverture, le titre, c'est pas à la hauteur du bouquin. Allez-y, pour moi, c'est un des grands bouquins de l'année. Ça s'appelle 18.3, une année à la PJ de Pauline Guénat, et c'est chez De Noël. Et maintenant, c'est à qui? C'est à Philippe Charlier. Philippe Charlier, notre médecin légiste, qui est à la rencontre de Fred, notre réalisateur. À vous, Philippe et Fred. Je m'appelle Philippe Charlier, je suis médecin légiste, archéologue et anthropologue. En ce moment, je suis directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac.
Je voulais essayer de poser sur les rituels un regard un peu double, un peu multiple, celui du médecin, celui de l'archéologue et de l'anthropologue aussi. C'est vraiment une vision multiple de cette façon d'organiser le chaos, cette façon de lutter contre l'inconnu, c'est-à-dire principalement la maladie, la mort et le lendemain. On ne sait pas ce qui demain va nous arriver, alors du coup on a développé toute une théorie de rituels, énormément de façons pour éviter d'être face à l'inconnu, éviter de ne pas savoir quoi faire. Et donc ce livre passe en revue quasiment une trentaine de rituels, un peu autour du monde, toujours avec ce double ou triple regard, parce que je me dis qu'une seule explication ne suffit pas. Et un rituel qui m'a particulièrement marqué, c'est celui des egungun. Ce sont les revenants, les fantômes qui existent dans le contexte du vaudou au Bénin, au Togo et un tout petit peu aussi au Nigeria. Les egungun, ils surviennent à la fin de la journée. Vous savez, quand la nuit commence à tomber, dans l'odeur, dans l'air, on a l'odeur des braseros que les femmes allument pour le repas du soir. C'est le moment aussi où les moustiques commencent à arriver, et puis où la fraîcheur commence à tomber. Et là, au loin, on entend des tambours qui battent, qui sortent des couvents des egungun. Et ce sont des fantômes qui sont lumineux, évanescents, bourrés de couleurs, de richesse, comme si les morts étaient absolument glorieux, nimbés, auréolés. Ils sont un petit peu plus grands que nous, ils font quasiment 2 mètres de hauteur, et ils déambulent, ils marchent lentement, puis ils se mettent à courir. Ils courent derrière nous pour essayer de nous attraper. En fait, s'ils nous touchent, nous mourrons immédiatement, et donc il y a quelqu'un à l'interface entre les fantômes, les egungun, et nous, munis d'un bâton ou de quelques branchages, qui maintient une distance raisonnable entre le fantôme et nous. Ces fantômes ne s'expriment pas en français, pas en fon, la langue locale, mais en yoruba, la langue des ancêtres. Là d'où viennent les fantômes, là où reposent les âmes des trépassés. Et quand ils s'approchent de nous, quand ils s'arrêtent, quand ils nous convoquent, c'est qu'ils ont un message à nous donner. À ce moment-là, on se met à genoux devant eux et on ne les regarde surtout pas dans les yeux, ça serait leur manquer de respect. On fixe leurs pieds et puis ils nous disent avec une voix très grave, très gutturale, un peu nasillarde, la voix des morts, en yoruba, eh bien ils nous disent exactement ce qu'ils ont envie de nous dire. Ce sont des vérités, des révélations sur notre passé, notre présent et notre avenir. On leur répond « Hachi Baba, Hachi Baba, Hachi Baba », ce qui veut dire dans la langue yoruba « Merci papa, oui papa ». Je suis d'accord avec toi, papa, etc. On laisse quelques billets, et puis ensuite, c'est tout, c'est fini. Voilà une explication, voilà un regard, voilà une description. On en trouvera d'autres dans cet ouvrage qui s'intéresse autant à l'Asie qu'aux Inuits, à l'Amazonie, également les Andes, ou encore même l'Europe avec le Palio de Sienne, ou encore les pénitents de Séville. Un texte, c'est bien pour essayer de comprendre ces rituels, mais j'ai voulu piocher dans le fond extrêmement riche des photographies anciennes, noires et blancs, du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, pour éclairer, pour donner une iconographie, une visibilité de ces différents rituels. Volontairement, c'est noir et blanc, volontairement, c'est ancien, pour éviter de perturber avec la couleur et laisser peut-être une toute petite part à l'imaginaire, en attendant que les lecteurs fassent l'effort ou aient la possibilité d'aller jusqu'à vivre directement ces rituels. C'est un texte, ce sont des images, et l'ensemble circule assez bien, des images assez rarement reproduites et issues notamment de grands anthropologues. Et bien là, je vais vous parler de mon premier grand coup de cœur BD de l'année, Aldo Brando de Citron et Guipy aux éditions Casterman. Alors ça, c'est super beau, c'est poétique, c'est féerique. On va parler en fait de l'histoire d'Aldo Brando. J'ai adoré. Enfin, ça n'a... Pardon. L'histoire d'Aldo Brando, un jeune garçon, au début de l'histoire, son père l'abandonne auprès d'un magicien. Son père va aller dans la fosse, il sait qu'il va sûrement pas s'en sortir et il va confier en fait à ce magicien le fait de s'occuper d'Aldo Brando. On le retrouve quelques années plus tard, on voit que Aldo Brando est un peu simplet, un petit côté Forrest Gump qui me plaît bien, oui. Je trouve. Et voilà, le maître il va se faire griffer par un chat. Il veut pas se faire bouillir le chat. Donc, exactement. Pour faire un remède, le chat, mais j'aime pas les chats. C'est pas un chat, c'est fait pour être touillé, hein, donc. Je pense que c'est ça qui vous a plu dans la BD. Ouais, c'est ça que. Voilà. Et il va plus avoir voilà, d'œil. Il va se blesser à l'œil et il va dire à Aldo Brando, la seule moyen de me soigner, c'est trouver l'herbe au loup. Et en fait, voilà, Aldo Brando va partir découvrir le monde, partir à l'aventure. En fait, il est jamais sorti de chez son. Il est jamais sorti de chez lui et voilà, il a peur de tout. Et en fait, voilà, il va partir chercher l'herbe au loup et va se déclencher une grande aventure. Comme disait Jean, c'est vrai qu'il y a un côté un peu Cervantes. Moi, Don Quichotte avec parce qu'il va être une sorte d'écuyer d'un. Exactement.
Moi, je trouve qu'il y a un côté très Forrest Gump. J'aime beaucoup ce personnage. Le graphique est très très intéressant. Je trouve que c'est très poétique et en même temps c'est très joli. Mais en plus, c'est une sorte de formation, vous savez, d'ado comment on devient d'ado à homme. C'est-à-dire qu'il a l'air tout naïf, tout chétif et tout. Puis à la fin de la BD, il devient, voilà, c'est un autre individu grâce au. Et en plus, il y a beaucoup de pages. Il y a beaucoup de pages. C'est un one shot. On s'engage pas sur une longue série. C'est pas très 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 cher. Exactement. Franchement, quand on voit le prix de certains romans, voilà, et puis c'est très. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'illustration et puis je trouve que la morale, elle est assez sympa sans être neuneux, quoi. Et maintenant, c'est un autre chronique, Demandez le programme, animé par le célèbre Fred Dufay. C'est effectivement l'heure de la chronique Demandez le programme. Et pour ce 7e numéro, nous vous proposons 3 livres dans 3 genres différents. On commence avec une bande dessinée qui se passe au temps de la conquête de l'Ouest, avec un personnage haut en couleur, Calamity Jane. Et si la femme était l'avenir de l'homme? C'est avec cet adage que Diane Ducret nous livre un roman d'anticipation. Une comtesse, une femme de chambre et un meurtrier, Jean Daillon nous offre, avec son roman historique La Maison de l'Abbaye, un voyage intrigant au cœur du XVe siècle. Une réédition d'un livre dont on n'a pas beaucoup à parler parce qu'il est tellement universellement connu, c'est La Citadelle de A.J. Crenin chez Livre de Poche, l'histoire de ce jeune médecin qui est fou de la médecine et qui va se redécouvrir au Pays de Galles chez les pauvres et qui va se confronter à la réalité. Un livre très fort, universel, éternel et qui sera à la base de la création de la sécurité sociale en Angleterre. Allez-y, c'est un livre de poche, c'est indémodable et toujours touchant. Alors, un de nos auteurs préférés, un de ces petits bijoux littéraires qui a l'art d'être modeste et voilà, brillantissime, qui cache tout le désespoir, toute la condition humaine derrière l'humour, le cynisme, l'art de ciseler des phrases avec beaucoup de finesse entre le sourire et l'arme. Ça s'appelle Les Magnolias de Florent Oiseau, c'est chez Alary Éditions, c'est un des incontournables de ce début d'année. Allez-y, il faut tout lire de ce jeune écrivain. J'espère que ce dernier numéro, vous aura aiguisé votre curiosité. Alors, si vous voulez nous retrouver, si vous êtes un peu maso, vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook, La Griffe Noire, Gérard Collard, ça c'est très facile à voir. Sur la chaîne YouTube, La Griffe Noire TV, là, alors vous avez toutes les interviews, toutes les émissions incroyables. Vous avez Instagram, là,
on va pas en dire des tonnes. Hein. Vous avez la plantureuse, la somptueuse Valérie Expert sur Sud Radio chaque vendredi à 10h40 et sur YouTube à partir de 11h. Sanef 107, l'émission, vous savez, la radio des autoroutes par l'homme qui ne conduit pas. Et puis vous avez bien sûr l'inimitable, la grandiose, celle que le monde entier nous envie, Marina Carrère-Dancos, dans le magazine de la santé sur France 5. Et ça, c'est à partir de 13h40 tous les vendredis. Merci, au revoir, et puis rendez-vous dans 3 semaines. Mais vous verrez, entre les 3 semaines, il y a plein de choses qui vont arriver, des vidéos, des chroniques, enfin plein de choses. Thomas, Jean, voilà, même moi-même accessoirement quand ils en auront marre de faire quelque chose. Et puis écrivez-nous, et puis dites-nous si vous avez je sais pas, des choses qui vous plairaient, qu'on ne fait pas, ou des choses qui vous déplaisent et qu'on fait. Mais c'est pas dire qu'on ne continuera pas à faire les choses qui vous déplaisent. À bientôt!